Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et... François, salut François. Eh bien, voilà, alors comme la salut semaine Jérôme. dernière, comme le mois dernier, nous ne sommes pas ensemble François, évidemment. Et non. Confinement oblige. Voilà. Alors je ne sais pas si tu te souviens, mais le mois dernier, plus précisément, lorsqu'on avait enregistré notre précédent numéro, j'étais sur la terrasse. Ouais, dehors. petit coquin. Tu m'énerves Et là, un c'est peu avec fini. ta terrasse. Non mais là c'est fini parce qu'il fait trop froid. Donc tant mieux. pour tout te dire, je suis dans ma chambre. Très bien. Eh bien écoute, moi je suis dans mon bureau. Alors il y a peut-être une différence de son entre toi et moi, il faut le dire. Voilà, on donne tous les détails. C'est parce que c'est moi qui enregistre. Donc ma voix est en direct dans le magnéto, dans l'enregistreur. Et toi, eh bien, tu es connecté par FaceTime. Voilà, en FaceTime audio. Bon écoutez, voilà, l'essentiel c'est que vous puissiez comprendre ce qu'on raconte. Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai pas compris. J'en étais sûr que t'allais me la faire celle-là. Pardon. Je la voyais arriver. Si, ça va. Tu es très clair. La ligne est très claire. Puisqu'on le Très rappelle, on l'a déjà dit, il y a 800 mètres qui nous séparent. Donc, Oui, c'est ça. Ouais. voilà. La prochaine fois, on le fera en talkie-walkie, ce Jérôme et François. Chez Jérôme et François, chaque mois, c'est le podcast qui vous raconte un petit peu les coulisses de notre métier de journaliste high-tech. On en profite évidemment pour s'interroger aussi sur l'actu high-tech. Alors, ce mois-ci, François, on a choisi de parler à nouveau des conséquences de cette situation assez exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Oui, voilà, les conséquences que ça a pour nous, les conséquences que ça a pour vous, et puis peut-être aussi les conséquences que ça aura dans les semaines ou les mois qui viennent lorsqu'on pourra commencer à vivre normalement. On va évoquer tout à l'heure la tech et le Covid avec toutes les initiatives dont vous avez sans doute entendu parler, mais aussi l'appli Stop Covid, etc. Mhm. On va évoquer aussi dans un instant, Jérôme, les masques et certains smartphones. Je ne sais pas si tu as testé de déverrouiller ton téléphone avec ton masque. C'est pas terrible. Hein. Ben non, c'est un vrai problème ça, particulièrement avec l'iPhone. Donc c'est vrai qu'on a des trucs à vous dire là-dessus. C'est amusant, vous allez voir. Et intéressant. Et aussi. puis on parlera aussi des effets peut-être un peu plus positifs que peut avoir le Covid sur notamment le divertissement. Et cette histoire incroyable qui est arrivée aux US, Universal a gagné énormément d'argent avec un film qui n'est pas sorti au cinéma, qui devait sortir au cinéma, mais en ces périodes n'est pas sorti. Il est sorti directement en VOD, mais je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Eh bien voilà, c'est le menu de Jérôme, chez Jérôme et François. Bienvenue à vous. Et oui, c'est vrai François, c'est compliqué en ce moment, puisque maintenant ça y est, nous allons tous porter des masques dès qu'on mettra le nez dehors. C'est compliqué d'utiliser son smartphone, et notamment le système de reconnaissance faciale. Et oui, Jérôme, on a ce masque. Alors déjà, ça nous fait une drôle de tête, mais ça, qu'est-ce que tu veux ? On n'y peut rien. Je sais pas ce que tu as comme masque, si tu as des masques jetables, Ça des te va masques très en tissu. Écoute, moi je suis pas très bien équipé. J'ai quelques masques de chirurgien que j'avais acheté au tout début quand on pouvait encore en acheter. Mais voilà, c'est assez cheap comme équipement pour l'instant. Bon, alors écoute, moi je teste les masques en tissu que fait ma famille. Oh, c'est bien ça. Autant te dire que, bon, voilà, après les tissus sont sympas, hein. Visiblement ils sont plutôt bien faits, ils protègent bien, etc. Mais bon, alors au-delà du fait que c'est pas très confortable de porter un masque, hein, non, surtout sur la longueur. Je sais pas si tu as remarqué, la dernière fois je suis allé faire des courses. Alors il faut pas le mettre dans le sens de la longueur, il faut le mettre dans le sens de la largeur, François. Hein. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça parce que je voyais plus rien aussi. Tu vois, tu fais bien. On a bien fait de faire ce nouveau numéro de Jérôme et François. J'ai appris un truc. Non, mais c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, t'as envie de l'enlever. Ouais, mais c'est vrai, c'est un problème. Ça gratte, ça sent pas bon, tu vois rien, ça fait de la buée dans les lunettes. Exact. Nous qui portons des lunettes, on sait ce que c'est. Hein. C'est un vrai problème. Et puis alors, le problème important, nous qui sommes toujours avec notre téléphone, c'est que quand tu as un iPhone et que tu veux le déverrouiller avec le masque, ça marche pas. Exactement. Il ne peut pas le déverrouiller. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'analyse pas que nos yeux, il analyse aussi l'arête du nez, il analyse plein de paramètres qui sont masqués, justement, lorsqu'on a ces masques. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et c'est embêtant. Alors,
c'est vrai qu'il y a après tu as les camps, les divers camps qui s'affrontent là. Tous ceux qui ont des téléphones Android et qui ont des systèmes de Touch ID, en tout cas de déverrouillage par l'empreinte digitale, ne rencontrent pas ce problème. Ou les vieux Ceux iPhones, enfin les iPhones plus anciens en tout cas. Les iPhones plus anciens n'ont pas ce problème non plus. Et puis là, on voit qu'Apple quand même a essayé de résoudre en partie le problème avec une mise à jour, alors qui règle pas totalement les choses, puisque en fait on est toujours obligé de déverrouiller avec les chiffres, mais ça va plus vite. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand l'iPhone s'aperçoit qu'il ne nous reconnaît pas, eh bien, il propose immédiatement le déverrouillage par code secret. Ça se faisait déjà. Mais là, tu l'as dit, ça va beaucoup plus vite. Alors, ça gagne quelques millisecondes, et c'est vrai que ce sont des millisecondes qui sont censées nous faciliter un petit peu la vie, quoi. Dis-moi, Jérôme, tu serais pas en train de manger les brownies de ta fille? Je suis en train de finir un petit bout de brownie de ma fille, et écoute, c'est délicieux. Je suis désolé. Voilà. Oui, voilà. Bon. Tu sais qu'à la fin du confinement, il faudra se peser quand même. Hein, non, mais alors moi, j'ai pris une décision, je ne sors plus, en fait. Parce que je refuse le déconfinement pour des questions esthétiques. Bref, alors il y a une autre solution sinon pour déverrouiller facilement son téléphone. Bon, il y a plusieurs solutions en réalité. Hein. On peut tout simplement désactiver la protection par code secret et par Face ID, par exemple, le temps de faire ses courses. Moi, c'est ce que je fais, j'avoue. Mais il faut pas le faire tout le temps parce que du coup, on perd la sécurité. C'est quand même un problème. Et puis alors, moi je trouve qu'Apple a fait très très fort là avec la sortie de l'iPhone SE. En plus, il sort vraiment en pleine épidémie et c'est le téléphone parfait pour le coronavirus puisque ce téléphone, étant donné qu'il est issu du châssis de l'iPhone 6, il a le Touch ID. Exactement, donc pas de Face ID et on revient à un système de déverrouillage par empreinte digitale à l'ancienne, on va dire, et c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que... Enfin, ça veut dire, je pense pas que on va complètement repenser le concept de l'iPhone à cause du coronavirus, mais est-ce qu'on sait un peu ce qui se prépare pour les prochains iPhones, François ? Tu sais, Jérôme, il y a de grandes rumeurs qui indiquent que le prochain iPhone qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, alors sans doute qu'il sera retardé, parce que d'habitude, il arrive en septembre, mais là, avec ce qui s'est passé, on peut imaginer qu'il y aura quelques semaines de retard. Mais la rumeur est assez insistante sur le fait que les nouveaux iPhone 12 qui seraient 5G intégreraient les deux systèmes de reconnaissance, c'est-à-dire l'empreinte digitale qui serait dans l'écran et le Face ID. Oui, ce qui fait là, voilà, si on a une fromage deuxième et dessert qui nous arrive dessus, on pourra, avec notre masque, déverrouiller quand même. Enfin, en espérant qu'on n'ait pas une deuxième épidémie. Ouais. Non, mais bon, de toute façon, c'est vrai que ce serait très bien, ça, parce que tout le monde n'aime pas le Face ID, tout le monde n'aime pas, à l'inverse, le Touch ID, et c'est bien d'avoir le choix. Et notamment pour le paiement, je trouve que l'empreinte digitale est beaucoup plus facile que la reconnaissance faciale. Quand tu dois payer avec ton smartphone, c'est casse-pied de se pencher en avant vers le terminal de paiement sûr. pour... Évidemment. Hein, c'est plus facile, c'est plus pratique de faire ça avec le pouce. Juste, je voudrais revenir sur l'histoire du déverrouillage de masque. Tu sais qu'il y a une Américaine qui a eu une super idée, mais je me demande si j'en ai pas déjà parlé le mois dernier, donc peut-être que je radote. Enfin bon, bref, je vous refais l'histoire quand même, au cas où. Le Face ID est un système de reconnaissance faciale en 3D, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de nous reconnaître comme il nous reconnaîtrait sur une photo. Il analyse vraiment la position enfin, il prend des points de repère et avec la dimension 3D, la profondeur en fait, la profondeur de champ. Donc justement pour permettre la reconnaissance faciale en 3D, elle imprime des masques avec la forme de son visage. Et là ça marche. Du coup, et puisqu'elle fait un masque qui est vraiment le moulage de sa figure, et même si le masque est entièrement blanc, eh bien ça fonctionne. Ça doit pas être facile à faire quand même. Hein. Je sais pas, si tu travailles au musée Grévin, par exemple. Ouais, je vais demander à ma famille qu'elle me fasse un masque en 3D. Exactement. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, c'est pas facile à faire, mais ça fonctionne. Visiblement, ça fonctionne. Sinon, il y avait un ingénieur chinois qui a essayé de hacker le système de l'iPhone. Il faisait passer un tuto sur Internet qui expliquait qu'il suffisait de faire une reconnaissance, enfin d'initialiser, si tu veux, la reconnaissance faciale
en masquant uniquement la moitié de son visage. C'est-à-dire que tu mets le masque comme tu le mettrais normalement sur ta bouche et ton nez, mais tu le plies en deux et tu ne caches que la moitié de ton visage. Et soi-disant, ça arrive à tromper l'iPhone. Alors moi, j'ai fait le test. Je crois que j'ai dû arriver une fois à le déverrouiller ou à l'initialiser, mais enfin, c'est un taux de réussite proche de 20%, quoi. Hein. Mais oui, mais parce que je pense que l'iPhone a vraiment besoin se base sur certains points de ton visage qui sont forcément masqués. Et donc, si tu veux, il dit, ben voilà, j'ai pas les informations, donc je suis pas assez sécurisé pour faire un déverrouillage, donc je ne le fais pas. Bon, bah écoute, voilà. Hein. Bah, on fera avec. On trouve une solution. Ben oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors voilà pour l'iPhone et les masques. En attendant, peut-être un jour de ne plus porter de masque. Ce serait dingue, ça. Peut-être en 2022, 2023. Ça serait complètement fou. L'horreur. T'imagines l'horreur. Croisons les doigts en espérant qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale dans les semaines qui viennent. Ouais. Hein. Tu sais, c'est un peu comme la guerre de 14. Hein. La guerre de 14, ils sont partis la fleur au fusil. Ils pensaient qu'en 4 mois, ça allait être réglé. Ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, restons optimistes quand même. Ouais, on va essayer. Alors, il y a des choses intéressantes quand même. François, je ne sais pas si tu as remarqué que voilà, nous on baigne dans la tech, on est en permanence soumis un peu au discours marketing des grandes firmes, les GAFA, que ce soit Google, Apple, Microsoft, etc., qui nous vendent du rêve en permanence. N'oublions pas que Google, vraiment l'objectif c'était de changer le monde, enfin c'est tout le trip de la Silicon Valley. Et voilà qu'aujourd'hui on est face à un vrai problème et on a l'impression que les GAFA ne peuvent rien faire pour nous. Finalement. Ben non, c'est vrai, tu as raison. C'est le constat un peu amer qu'on peut faire. Hein. C'est vrai que nous, en plus, on est vraiment, on va dire, un peu groupis hein, de toute cette tech et on attend beaucoup de choses toujours. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, la tech n'a pas apporté grand-chose. Alors, quand on dit ça, on est peut-être un petit peu dur quand même, parce que regarde, grâce au très haut débit, on arrive à faire de la visio, s'entendre, à se voir dans de bonnes conditions, à bien télétravailler. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué quand même. Hein. Mais ça, c'est grâce au réseau finalement, à la qualité des réseaux qui s'est améliorée. Et saluons au passage nos opérateurs télécoms qui ont fait d'énormes progrès avec notamment la fibre optique et la 4G. Ouais, les opérateurs, les équipementiers aussi, on les oublie un peu, hein, mais oui, c'est vrai. Vois, du Cisco, Huawei, etc. C'est aussi grâce à ces gens-là que les réseaux fonctionnent. Hein. C'est vrai. Et qu'ils ne cessent de se moderniser, qu'ils arrivent à encaisser la charge, etc., etc. Mais après, là où tu as raison, c'est que en termes d'intelligence artificielle, on peut imaginer que, tu vois, il y a des gars comme Elon Musk qui inventent des voitures électriques, qui projettent d'aller sur Mars. Bah, finalement, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là pour cette épidémie ? Eh ben oui, voilà, pas grand-chose. Pas grand-chose finalement. Hein. Voilà. Alors Elon Musk, à part dire que le confinement est un scandale et qu'il faut déconfiner tout le monde, ce qui est un discours qui est quand même un peu étonnant en ce moment. Moi, il m'a déçu. Alors moi qui suis fan d'Elon Musk, là, je suis vraiment déçu. Ouais, pareil. Alors évidemment, il y a l'application Stop Covid, l'inénarrable application Stop Covid. Alors Stop Covid, c'est en France. Malgré tout, c'est un truc qu'on retrouve un peu dans tous les pays. Hein. Soit des applications qui existent, soit qui sont en préparation, etc. On en a beaucoup parlé dans 01 Hebdo toutes ces dernières semaines, puisque ça n'a cessé d'évoluer. Bon, on va peut-être pas revenir en détail sur le sujet, mais Stop Covid, ça semble quand même assez mal barré à l'heure qu'il est. Ça, c'est quand même le constat qu'on peut faire. Bah écoute, tu es peut-être même mieux placé que moi pour en parler, mais quand on voit que personne n'arrive à se mettre d'accord, que la France part dans d'une direction tout autre que d'autres pays européens, alors que rappelons, en théorie, cette unification européenne devrait apporter des solutions, on va dire, uniques. Hein. Et ben là non, on se retrouve avec une chacun dans son coin. Française. Chacun dans son coin, sans en plus les API Google, Apple. Donc ça voudrait dire que cette application ne marcherait pas éventuellement, d'après ce que j'ai compris, visiblement sur les iPhones. Enfin bon, tout ça devient très compliqué. On se rend compte aussi que le Bluetooth n'est peut-être pas forcément la technologie la plus efficace pour détecter les personnes que tu croises.
Franchement, moi je trouve que ça sent le roussi vraiment. Hein. Bah, bien sûr. Alors il y a un vrai dilemme. C'est vrai que finalement la meilleure solution, entre guillemets, ou la plus fiable peut-être, ce serait la solution chinoise, coréenne, avec de la géolocalisation par GPS. Mais ça, évidemment, on a bien compris qu'il n'en était pas question en France pour des questions de vie privée, pas question de conserver l'historique de déplacement des gens, etc. Même si... Aujourd'hui, eh bien, Google sait déjà où on est, ce qu'on fait au jour le jour, les opérateurs aussi, etc. Mais bref. C'est une hypocrisie ce sujet. C'est un peu hypocrite, ouais, effectivement. Après, oui, pour résumer, il y a donc l'idée, c'est de se rabattre uniquement sur le Bluetooth pour détecter les interactions entre les gens. Le problème, c'est qu'il faut que le Bluetooth soit allumé tout le temps. Il faut avoir accès à certaines fonctions qui sont à des couches assez profondes dans les smartphones. Donc, il faut l'accord d'Apple et Google. Apple et Google ne vont pas ouvrir comme ça les robinets pour qu'on vienne bidouiller dans leur système. Et alors, ils ont proposé leur propre solution, leur API, qui est en train d'arriver, qui va arriver là bientôt dans les tout prochains jours, prochaines semaines. Mais tu l'as dit, le gouvernement n'en veut pas pour des questions un peu, alors qu'on peut comprendre sur le principe de souveraineté, entre guillemets, mais qui paraissent effectivement un peu hallucinante, parce que souveraineté, on a tous des smartphones Apple et des smartphones Google, la souveraineté, elle en a déjà pris un coup, hein, d'une certaine manière. Oui, et puis est-ce que franchement, la souveraineté, on pourrait pas la mettre dans la poche de notre jean pendant cette crise sanitaire gravissime? C'est ça la question, en fait. C'est que je pense qu'il y a une notion d'urgence que là, on n'intègre pas dans cette décision. Il faut aller vite pour essayer que ce déconfinement se fasse dans de bonnes conditions, et surtout pour éviter le moins de morts possible. Écoute, la souveraineté, on aura d'autres sujets, d'autres débats un petit peu plus tard, où on pourra la bomber le torse. Ouais, et je pense que là, franchement, il aurait fallu peut-être faire un effort. Bon, d'un côté, je suis d'accord avec toi. D'un autre côté, moi, je ne pense qu'il faut quand même pas perdre de vue certaines interrogations, voire certaines craintes, sans avoir un point de vue trop extrémiste, trop idéologique. C'est vrai que donner les clés du camion, entre guillemets, c'est-à-dire laisser à l'État la possibilité de créer une application qui, si aujourd'hui elle est surveillée, demain pourrait ne plus l'être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut mettre des sécurités qu'on enlèverait demain et qui ouvrirait la voie à un flicage généralisé. C'est contre ça que beaucoup d'associations s'élèvent et mettent en garde. Et c'est quand même un discours qu'il faut entendre. Faut quand même faire gaffe à ce genre de choses. Oui, mais c'est pas tout à fait le même discours que le fait de dire je vais travailler main dans la main avec les GAFA. C'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Non, ouais. Tu vois, on peut, à la limite, même travailler avec les GAFA nous aurait peut-être permis, quand cette épidémie sera derrière nous, de tout désactiver, d'appuyer sur un bouton, et c'est peut-être Google et Apple qui décideraient à ce moment-là de tout couper. Et le gouvernement n'aurait même plus la possibilité d'utiliser cette application. Oui, mais il faut avoir les garanties que tout serait coupé à l'instant T, comme tu le dis. Et ça, là, on rentrerait dans des débats, dans des discussions politiques un peu compliquées. C'est sûr, certes, mais est-ce qu'on a le temps de voilà. Et en fait, après, c'est une question. C'est où tu mets le curseur par rapport à l'urgence. C'est ça. Enfin, n'oublie pas qu'il y a même des gens qui pensent que tout ça c'est du bidon, qu'il suffit de quelques médicaments pour régler le problème et que le confinement ne sert à rien. Aux États-Unis, je te rappelle qu'il y a des gens qui sont dans la rue, armés en plus, pour expliquer que le confinement est une atteinte à leur liberté fondamentale. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Bon, alors cela dit, il y a quand même des petites choses que la technologie peut faire, François, pour lutter un peu contre le Covid. Moi, j'ai vu passer 2-3 initiatives qui sont assez sympas. Je peux te parler d'un truc que j'ai bien aimé, et qui s'appelle Covid IA. C'est un truc assez sérieux, monté par des chercheurs et des informaticiens, des mathématiciens et des médecins français. Et c'est une initiative pour développer un système d'intelligence artificielle pour aider au déconfinement. Et en fait, ce serait une espèce de simulateur, un peu comme, tu sais, le jeu SimCity, où en fonction des décisions politiques qu'on prend, eh bien, on voit ce qui se passe, on voit que les gens vont plutôt à tel endroit, plutôt à tel autre, ça développe l'économie, etc. Bon, alors là, ce serait pour le déconfinement. Hein. Ça donnerait la possibilité, par exemple, à des élus, à des maires, de simuler ce qui se passerait si, par exemple, ils rouvrent toutes les écoles, ou au contraire, ils ouvrent une école sur 2, ou certaines écoles dans
certains quartiers, s'ils ouvrent des cafés, etc. En fonction de ce qu'on sait de la population, en fonction de ce qu'on sait des habitudes de déplacement des gens, c'est surtout ça, et en fonction de ce qu'on sait également de la vitesse de propagation et de contagion du virus, eh bien, Covid-IA est en train cette solution permettrait donc vraiment de faire des simulations sur une tablette pour ensuite prendre des décisions politiques. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et ça fonctionne déjà. Tu sais s'il y a déjà des maires ou des politiques qui sont emparés de ce logiciel? Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des municipalités qui l'utilisent parce que je ne sais pas si le projet est complètement abouti. Moi, j'ai interviewé quelqu'un il y a déjà une dizaine de jours. Mais c'est un truc un petit peu de longue haleine de toute façon et qui est en train de se mettre en place et il faudra un peu de temps pour que ça se mette en place, que ça devienne une réalité. Ça aura sans doute du sens avec, tu sais, cette nouvelle carte, avec les 3 couleurs qui vont peut-être accélérer le déconfinement dans certaines régions. Ouais, exactement. On verra si ça a du sens et si c'est utilisé. Et sinon, tu sais qu'il y a des choses qu'on peut faire à titre individuel aussi, si on a envie. Cette crise a quand même révélé un truc assez fou, c'est tout le pouvoir, la force et le potentiel de ce qu'on appelle les makers. Des gens qui sont équipés chez eux. Alors, ne serait-ce que faire des masques à la maison avec sa machine à coudre, ça fait partie de ce phénomène-là, finalement. Mais ça va plus loin, puisque les gens qui ont des imprimantes 3D peuvent imprimer des visières, etc. Et ça s'est beaucoup fait. Je crois qu'il y a un ado à Paris, là, dans le 14e arrondissement, qui imprimait une dizaine ou une quinzaine de masques par jour qu'il allait porter à des soignants de son quartier. Enfin, c'est adorable, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est tant génial. mieux. Ouais, c'est génial. Jérôme, puisqu'on est on va dire, dans les initiatives positives liées au Covid, on va peut-être, pour terminer ce podcast, évoquer aussi les conséquences du Covid sur les divertissements. Alors, tu sais que les salles de cinéma sont fermées partout dans le monde. Alors, au-delà du drame... Sauf chez moi, à la maison, c'est ouvert. Tu peux venir. avec ta belle télé. Oui. Mais, par exemple, aux US, le studio Universal s'est posé la question, puisque les films, en fait, les salles étaient fermées, s'ils ne devaient pas sortir des films directement en VOD. Et ça a été le cas d'un film, alors qu'on ne verra pas toi et moi, c'est les Trolls 2, c'est un dessin d'animation, je suis pas persuadé que ça nous passionne. Ah mais si, toi tu adores ça, non? Je suis pas fan. Mais c'est une licence, tu sais, une franchise comme on dit, qui est très connue aux US. Et ce film, et donc Universal s'est dit, tiens, puisqu'il ne sortira pas au cinéma, je le sors quand même en VOD sur Apple TV. D'accord. La particularité, c'est que ce film est sorti à $20 la séance, ce qui est énorme. Ah ouais. C'est-à-dire que tu payais $20 pour pouvoir le louer et le regarder chez toi. Voilà. Mais en fait, tu te payais un film, c'est comme si tu te payais 2 tickets de cinéma, finalement, et tu pouvais le regarder en famille. Et Universal s'est dit, bon, tiens, je vais tenter le coup, on va voir ce que ça donne. Eh bien, tu sais quoi, ça a été un succès monstrueux. Alors, Universal n'a pas communiqué sur en fait, les recettes de cette VOD, mais il y a un cabinet américain qui a estimé que le film Trolls 2 aurait récolté près de $100 millions en un week-end. Ah ouais, d'accord. Et alors, le résultat est tellement énorme que ça fait réfléchir Universal, qui a, si tu veux, plein de films comme ça qui ne sortent pas. Parce que il n'y a pas de cinéma. Ouais. Et donc, Universal s'est dit, tiens, c'est dingue ça. Le cinéma numérique, ça fonctionne. Si je squeezais les salles de cinéma, même à terme. Et alors, autant te dire que là, tu as toutes les grandes... tous les réseaux de distribution de salles qui doivent paniquer. Qui sont montés au créneau. Certains ont même décidé de boycotter le studio Universal pour dire, oui, vous avez dit ça, écoutez, vous savez quoi, tous les prochains films, lorsque nos salles seront ouvertes, on les passera pas dans nos salles. Wow. Donc, si tu veux, il y a malgré tout quand même quelque chose qui se passe. En revanche, c'est pas près d'arriver en France, parce que tu sais que nous, si demain, je sais pas moi, Gaumont Pathé décidait de faire ça, il pourrait pas faire ça, parce que nous, avec la chronologie des médias, on ne peut pas décider de sortir un film
Eh bien tout de suite. Ouais. Ou alors il faudrait qu'il passe par des canaux style Netflix ou Amazon Prime. Bien sûr, mais au tout début, je ne sais pas si tu te rappelles, au tout début du confinement, on disait que ce serait peut-être, qu'il était peut-être question qu'il y avait eu des débuts de discussion pour voir si on pourrait pas un peu moduler la chronologie des médias précisément, pour permettre à des films qui devaient sortir en salle de sortir plutôt en vidéo, etc. Puis finalement, c'est resté lettre morte, il s'est rien passé. Hein. Mais tu sais, je pense que ça va bouger parce que ouais, moi j'en suis persuadé. C'est dans ces situations-là qui rendent les choses encore plus ubuesques qu'on appuie où ça fait mal. Et on se rend compte vraiment qu'on est dans un système qui est complètement, on va dire, déconnecté de la réalité. Même déconnecté des usages, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que ça va bouger. Et tu vois, je suis presque persuadé que le ministère de l'Agriculture va s'emparer de ce sujet pour essayer on va dire d'arranger un peu les choses, d'arrondir les angles. On va voir. Mais ça va être bien sûr. Mais évidemment, mais de toute façon, on sait très bien, toi et moi, François, que regarde, il y a 10 ans, je me souviens très bien qu'on était là, toi et moi, on se disait, de toute façon, le streaming va devenir le moyen majeur pour écouter de la musique. Et puis en face, on avait Pascal Nègre qui nous disait non, mais attendez, arrêtez de pirater de la musique, et puis il faut acheter des disques, et il faut continuer à acheter des CD en magasin, etc., etc. Et on savait que, ok, peut-être aujourd'hui encore, on vend des disques, même des vinyles, mais le moyen mainstream, c'est le streaming. Et on sait très bien que demain, pour le cinéma, il va falloir trouver une solution, parce qu'il y a un truc qui est pas normal. C'est pas normal qu'un nouveau contenu audiovisuel, un nouveau film ou une nouvelle série, enfin c'est plutôt un nouveau film, soit uniquement réservé à des salles physiques et qu'on puisse pas l'avoir chez soi. Enfin, c'est une aberration. Oui, et puis en plus, si tu veux, encore une fois, toutes ces industries ont tellement peur en fait de bouger qu'elles ne font rien. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué pour elles. Oui, parce que toute l'économie est basée sur cette mécanique-là. Oui, mais Jérôme, moi je suis persuadé qu'il y aura encore beaucoup de gens qui, pour certains grands films, préféreront aller au cinéma. Oui, bien sûr, absolument. C'est voilà. pour ça qu'il faut que ça bouge. Voilà, et je pense que pour certains, tu vois, certains films seront indispensables pour le cinéma et d'autres moins. Et je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Oui, mais voilà, c'est qu'il y aura des possibilités, c'est-à-dire que ce ne sera pas pareil d'aller le voir dans une bonne salle avec des amis, je sais pas quoi, même peut-être un jour, je dis n'importe quoi, mais des cinémas où tu manges en même temps, ou des choses comme ça, des choses que tu ne fais pas chez toi, quoi. Remarque, c'est plutôt à la maison qu'on mange en regardant la télé, remarque. Bah, tu sais quoi, attends, il y a des salles de cinéma qui ouvrent où tu peux manger, hein, ah oui, carrément. Ah ouais. Il y a à Marseille, il y a un multiplex qui est ouvert où tu peux même manger allongé dans une immense salle. Ah oui. Et t'es comme un pacha, quoi. Et tu te fais masser par des non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Je sais, non. Mais pour redevenir sérieux quelques secondes, tu sais, Luc Besson avait proposé justement ça il y a quelques années. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Tout à fait. Il avait dit, écoutez, tiens. Proposons pour 20 € la sortie d'un film en VOD, et il s'était fait fracasser par tous ses pairs, par toute l'industrie, par tous les professionnels du cinéma, et donc il avait été obligé de jeter l'éponge. Hein. Ouais, bien sûr. Non, parce que tout le monde se serre les coudes, mais on peut pas leur en vouloir. Je veux dire, le système fonctionne comme ça, et tant que le système fonctionnera, ça va continuer. Sauf que les situations exceptionnelles comme celle qu'on vit en ce moment, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être l'occasion d'aller vers ce qui de toute façon est la logique absolue, la logique ultime en termes d'usage. C'est de pouvoir accéder. On est des gros consommateurs de contenu audiovisuel, de contenu vidéo, et il est absurde de devoir attendre 6 mois pour voir un film qui vient de sortir. Exactement. Après, tu as Canal+ derrière, qui fait du lobbying pour garder en fait son précaré, ce qui est normal puisque Canal+ peut diffuser des films beaucoup plus tôt en fait dans la chronologie des médias. Ouais. Mais est-ce que tout ça va pouvoir durer dans le temps ? Pas sûr. Eh bien, écoute, ça nous donnera encore d'autres sujets de discussion dans le futur et peut-être dites-nous, et puis réagissez sur le contenu de tous ces sujets qu'on a évoqués. Avec le hashtag CJF sur Twitter. Ou bien tout simplement dans les commentaires YouTube, puisque ce podcast est diffusé aussi sur YouTube, mais ce n'est pas une vidéo.
Non, voilà. Et puis autrement, on est sur Deezer, sur Spotify, etc. Enfin, surtout les agrégateurs de podcasts. Et puis, tiens, profitez-en pour continuer à nous regarder aussi toutes les semaines sur 01 TV. Hein. On continue notre 01 Hebdo fait homemade, comme on dit. Hein. Tout le monde fait son pain à la maison. Nous, on fait notre 01 Hebdo à la maison. Hein. On fait nos émissions à la maison. C'est vrai, le dernier 01 Hebdo qui était même en direct, en visio par Zoom. Vous pouvez voir le replay. On s'est bien amusé. C'était pas parfait, évidemment, au niveau réalisation. Mais je pense qu'on va refaire ça très vite. Hein. Oui, alors c'est sûr qu'il y a quelques couacs, hein, mais on rigole bien. C'est l'essentiel. Exactement. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode de Chez Jérôme et François. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, à vos petits-enfants, à votre famille. Et puis, portez-vous bien et à très bientôt. Oui, merci de nous suivre, bien sûr. Et à très très vite, à la fois sur 01 TV et chez Jérôme et François. À bientôt.